C'est un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Bonsoir à tous. Les titres de ce 20h. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui mardi les ministres gouverneurs de districts autonomes. C'est la première rencontre du genre. Elle a permis au président Alassane Ouattara de les encourager dans cette nouvelle mission. Ligne 1 du métro d'Abidjan, l'indemnisation des personnes touchées par le projet a démarré. Une première vague de 197 personnes ont reçu leur chèque sur les 2472 personnes concernées pour la commune d'Abobo. Il s'agit entre autres de propriétaires, résidents, locataires et opérateurs économiques. Des actes de corruption ont été identifiés dans de nombreux services publics en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de l'éducation ou encore du transport. L'opération Coup de poing menée par le ministère de la Bonne Gouvernance a permis de les répertorier. Et puis en Guinée, c'est le début des concertations nationales. 4 jours de consultation pour définir le contenu d'une transition en vue de ramener les civils à la tête du pays à la suite du coup d'État militaire du 5 septembre dernier. Bienvenue à tous. Le président Alassane Ouattara a échangé aujourd'hui mardi avec les ministres gouverneurs de districts autonomes. C'est au palais présidentiel que cette rencontre a eu lieu. C'est la première du genre. Le président a saisi l'occasion pour les féliciter et les encourager dans leur mission. On écoute un extrait de son propos. Le district autonome, comme vous le savez, est un véritable pôle de développement local qui doit regrouper au moins 2 régions et qui obéit dans son fonctionnement à la fois aux règles de la déconcentration et de la décentralisation. Le district autonome doit contribuer à améliorer l'efficacité de l'action déconcentrée et décentralisée du gouvernement, notamment en ce qui concerne la coordination et le suivi des politiques publiques d'aménagement et de développement du territoire pour le bien-être de nos populations. Comme vous le savez, nous avons de grands projets d'infrastructure qui vont au-delà des régions et donc il était tout à fait normal que nous ayons des personnalités d'expérience pour la coordination entre plusieurs régions. La création, donc le 29 juin 2021, des 12 nouveaux districts autonomes, en plus de ceux d'Abidjan et de Yamoussoukro, vise à poursuivre le maillage territorial de notre pays et à relever les défis de développement équilibré sur l'ensemble du territoire national, conformément au 3e pilier de notre programme La Côte d'Ivoire solidaire. Alors, Madame et Messieurs les ministres-gouverneurs, les textes adoptés pour la création des districts autonomes, notamment les différents décrets d'application, précisent les missions et les modalités de fonctionnement du district autonome. Ces textes permettent d'éviter tout chevauchement dans les attributions des différents acteurs du développement local. Ainsi, je vous propose d'exercer vos missions et vos attributions dans le strict respect de celles dévolues aux autres collectivités territoriales et aux entités ou services déconcentrés. Les missions de suivi, de coordination, de supervision doivent être au centre de votre action dans vos districts respectifs. Par ailleurs, dans le cadre de l'optimisation des dépenses de l'État, j'ai instruit Monsieur le Premier ministre à l'effet de prendre les dispositions pour que la création des nouveaux districts n'ait pas d'impact budgétaire important. Ainsi, la répartition des impôts, initialement rétrocédée uniquement au district autonome d'Abidjan et Yamoussoukro, sera étendue aux 12 nouveaux districts. Ils veulent eux aussi relever le défi du développement. Les élus et cadres de la région des Grands Ponts travaillent conjointement à développer leur région. Une rencontre s'est tenue à Dabou pour définir les priorités. Marie-Loïse Trierou et Abou Sanogo. La problématique du développement de la région des Grands Ponts au centre d'un atelier organisé par le ministre-gouverneur Louès Esso-Vincent. Les élus et cadres des Grands Ponts unissaient leurs forces pour le rayonnement de leur région autour du thème Unité, paix, développement dans la région des Grands Ponts.
L'OS Esso Vincent a témoigné sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara qui attache du prix au développement local et plus particulièrement au développement de la région des Grands Ponts. Nous avons tout ici, donc il n'y a pas de raison que nous ne réussissions pas. Je demande tout simplement à tous les élus, tous les cadres, qu'on se mette ensemble pour apporter un peu de mieux-être à nos populations. À l'issue des travaux, le ministre-gouverneur et le ministre Essis Esmel Emmanuel ont invité l'ensemble des fils et filles de la région des Grands Ponts à l'unité. Il s'agit maintenant que vous et nous aidions notre frère le ministre-gouverneur Esso Vincent à animer ces richesses pour nos populations qui nous attendent. Après 2 jours de travaux, nous voici donc au terme de cet important atelier et des séminaires de réflexion sur le triptyque unité, paix et développement. Oh, qu'il est beau de voir les frères et les sœurs. Plusieurs causes liées aux antagonismes entre les acteurs de la région des Grands Ponts ont été relevées à cet atelier, notamment la lutte politique, les problèmes de leadership entre les cadres, les problèmes de chefferie entre les villages, les conflits fonciers entre les villages, les problèmes culturels et religieux, la difficulté d'intégration des communautés allochtones et allogènes et la déscolarisation des jeunes, particulièrement des filles. La création du fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes et les investissements dans la transformation de l'EVA sont au cœur de projets de loi adoptés par le Sénat. Ils ont été présentés aux sénateurs par le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, Félix Anoblé, et le ministre de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé, Emmanuel Esmel Essis. Kader Segodogo. Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, est porteur d'un projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création du fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes. Une modification pour permettre une amélioration de la gouvernance du fonds. De nombreuses entreprises en Côte d'Ivoire se plaignent des difficultés d'accès au financement. Certaines entreprises obtiennent des marchés et très souvent, vous avez des marchés, il vous faut pouvoir donc financer ces marchés avant de pouvoir être payé. Et lorsque vous ne pouvez pas donc aller sur le marché financier pour obtenir un prêt, cela crée donc des problèmes et souvent même des difficultés dans la mise en œuvre ou dans la réalisation des marchés qui vous ont été donc octroyés. Le fonds de garantie permet d'accompagner les entreprises, donc les PME ivoiriennes, vers le marché financier pour offrir les garanties qu'elles n'arrivent pas à donner aux banques lorsqu'on leur demande donc des garanties pour pouvoir obtenir un prêt, soit dans le développement de leur entreprise, soit dans la réalisation donc d'un marché, soit dans la création de leur entreprise. Le projet a été ratifié à l'unanimité. À la suite du ministre Félix Anoblé, le ministre de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé, Emmanuel Esmel Essis, également porteur d'un projet de ratification de l'ordonnance instituant des mesures fiscales incitatives aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation de l'EVA. Aujourd'hui, nous sommes à un degré de transformation de 55%. Nous visons dans les années qui arrivent à pouvoir atteindre les 100%, mais aller au-delà de la première transformation. Viser la seconde transformation. Il y a beaucoup de produits qui se font à base donc, de caoutchouc. Il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire, qui est un grand producteur de cette matière, puisse être en dehors de toute la chaîne de production. Donc aujourd'hui, comme l'a dit le Premier ministre, nous allons à la chasse de la valeur ajoutée. Comment faire en sorte qu'on intègre le maximum de valeur ajoutée dans l'économie, et c'est ce qui va permettre une meilleure croissance, qui va permettre aux fils et aux filles de ce pays de vivre encore meilleur dans les années qui arrivent. Le ministre Emmanuel Esmel Essis a été suivi par les sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières, qui ont ratifié à l'unanimité le projet de loi.
Et on s'intéresse au projet du métro d'Abidjan. L'indemnisation des personnes impactées à Abobo a démarré. Le comité de suivi du plan d'action et de réinstallation a procédé à une remise de chèques ce mardi au trésor public de la commune. C'est la première phase avec 197 personnes. Lancine Bakaeko. Après quelques incompréhensions liées au retard enregistré au niveau des paiements, c'est presque le bout du tunnel pour les 2472 Aboboulais impactés par le projet de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Les opérations de remise de chèques correspondant aux indemnités de relogement ont commencé à la trésorerie d'Abobo. Un soulagement pour Mathieu Sadou Kwame. C'était difficile, mais en fin de compte, ça marchait. Je suis tranquille un peu maintenant. Et je vais me chercher un coin à habiter. Pour cette première vague, ce sont 197 personnes qui passeront devant les comptables du trésor public d'Abobo. Des souris, mais aussi des grincements de dents. Un agent m'a appelé le matin, mais je l'ai appelé avant d'arriver. Je viens, il ne voit pas mon nom sur le tableau. Quant à Kafele Bekone, ce sont les procédures de sélection des personnes à payer qui l'intriguent. On privilégie les locataires au détriment des propriétaires. Pourtant, le propriétaire résident, c'est celui qui a bâti son logement, qui a accueilli des personnes dedans. Et on donne des chèques aux locataires pour qu'ils passent le loger. Mais le propriétaire, il reste comment? Face à toutes ces inquiétudes, le comité de suivi du plan d'action de réinstallation des impactés du métro d'Abidjan assure que personne ne sera floué. Même position au niveau des comptables, fortement mobilisés pour satisfaire les ayants droit. Nous vous assurons que toutes les personnes seront payées. Parce que là où je vous parle, les dossiers sont en cours de traitement. Chaque fois que les dossiers sont prêts, nous procédons au paiement. Donc je demande donc aux populations de patienter et chaque fois que ça sort, on les paye. Le nombre global des impactés par le tracé se lève à 9 519 personnes. Ce sont des propriétaires non résidents, des hébergés gratuits, des ménages locataires et des opérateurs économiques. La ligne 1 du métro d'Abidjan, c'est 37,4 km du nord au sud. Elle comprend 2 voies, 18 stations, 21 ponts rails et routes, un pont viaduc sur la lagune Ébrié. Le trafic attendu à terme est de 540 000 passagers par jour. Toujours dans la commune d'Abobo, une autre opération de déguerpissement est en cours. Elle concerne cette fois les sites occupés de façon anarchique. Au quartier Anador, le site Coco Service a été libéré par ses occupants, en majorité des vendeurs de bétail. Ils ont décidé de quitter les lieux volontairement. Moussa Konaté. Espace Coco Service dans la commune d'Abobo. Le site, initialement occupé par des vendeurs de bétail, est vide. Les occupants ont quitté les lieux. Je vous donne ma parole. Il n'y aura plus de vente de bétail sur ce site. Les vendeurs sont déjà partis. Un départ volontaire des commerçants à la grande satisfaction des autorités municipales. Le maire Kandia Kamara se félicite de l'acte. Ils avaient pris l'engagement de partir. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, ils n'y sont plus. Leurs bêtes n'y sont plus. Ça veut dire qu'ils sont bel et bien partis. C'est sur ce site que sera construit le CHU d'Abobo. C'est sur ce site que sera construit le lycée d'excellence qui viendra compléter l'œuvre, la belle œuvre réalisée par la première dame, l'école d'excellence Dominique Ouattara. Et sur ce même site, une piscine olympique avec d'autres aires de jeu. La libération de l'espace Coco Service s'inscrit dans le vaste programme de déguerpissement des installations anarchiques dans la commune d'Abobo, une initiative des autorités municipales afin de redonner un nouveau visage à la commune. Dans la lutte contre la corruption, aucun domaine n'est épargné. La santé, l'éducation et même la justice. Des actes de corruption ont été identifiés et répertoriés dans ces secteurs grâce à l'opération Coup de poing menée dans les services publics à fort soupçon de corruption. Dangui. Foualou surveille le déchargement de sa remorque de produits vivriers, notamment de bananes plantains, au marché Gourou d'Adjamé. Elle raconte ses difficultés sur la route. Le camion vient de Boisflé. Maintenant, en venant sur la route, on dit qu'il n'y a pas de tracasserie, mais il y en a. On nous fatigue. Ça fait que le camion devait arriver depuis hier, mais aujourd'hui c'est arrivé. Une fois que le transport était cher par rapport à la tracasserie, nous, on est obligé de faire cher sur le marché.
Le lien entre les rackets sur les routes et la cherté de la vie a été confirmé par le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption devant la presse ce mardi, lors de son point presse sur l'opération Coup de poing, une opération de vérification au sein des structures délivrant des services publics à fort soupçon de corruption qu'il a piloté. Qu'une collecte de données sur le terrain nous a permis d'avoir une idée des sommes payées par les commerçants. Ainsi, à titre d'exemple, sur l'axe Iré-Abidjan, le commerçant marchand de produits vivriers doit s'acquitter d'une somme totale de 20 000 francs répartie entre les différents barrages pour espérer voir sa marchandise arriver à destination. Bien d'autres services publics, notamment la santé, le transport, la justice et l'éducation, sont également dans le collimateur de cette opération Coup de poing. Il a été recueilli des preuves montrant des individus non agents de la SICTA, qui sont des facilitateurs, recevant des pots de vin des mains d'usagers afin d'assurer un passage avec succès lors du contrôle technique, quel que soit l'état du véhicule. Au niveau de la justice, il est également fait cas de paiement de pots de vin moyennant abandon de poursuite ou prononciation de peine beaucoup plus légère. Zoro Epiphane Balo a réaffirmé l'engagement de son département et de ses partenaires à poursuivre ce combat pour la bonne gouvernance et contre la corruption. Attention à la fraude, attention aux rackets, parce que l'État vous voit. Le dispositif à cette fin a été déployé en vue de renforcer la détection des actes de corruption. L'Afrique perd 148 milliards de dollars américains chaque année du fait de la corruption, selon la Banque africaine de développement. Un sondage de Afrobaromètre révèle que la perception des Ivoiriens en matière de corruption en Côte d'Ivoire ne s'améliore pas. Le comité interparlementaire de l'UEMOA se positionne dans l'accompagnement de la mise en place effective de l'ECO, la monnaie unique de l'espace CEDEAO. Le comité se donne 5 jours afin de proposer des moyens pour booster ce projet. Amadou Ouattara. Ces députés membres du comité interparlementaire de l'UEMOA, CIP-UEMOA, anime des sous-comités de la politique économique, financière et monétaire, ainsi que de la politique fiscale, douanière et commerciale. Réunis à Bamako au Mali, autour du président du CIP-UEMOA, ils planchent sur la question évolution du processus d'avènement de la monnaie unique ECO. Aucun pays de notre zone n'est en mesure de résoudre seul les divers problèmes monétaires d'origine externe auxquels fait face notre communauté, car les politiques de stabilisation ont présenté leurs limites. Dans ce contexte global délicat, l'introduction d'une monnaie unique à l'échelle de la CEDEAO me semblerait plus bénéfique pour les pays d'Afrique de l'Ouest et offrirait une belle opportunité de rendre plus dynamiques et compétitives nos différentes économies. Relativement à l'exposé du président Noël Toé, cette volonté passe par une union douanière forte de l'UEMOA. Au programme de cette rencontre, ces deux sous-comités réfléchiront également sur les défis, les actions, les perspectives et le rôle que devrait jouer le CIP-UEMOA pour réussir cet objectif. Rendez-vous est donc pris pour le 17 septembre prochain à la clôture de cette deuxième réunion d'intérêt sous-comité pour savoir les propositions du CIP-UEMOA afin de rendre davantage dynamique l'économie de l'espace communautaire sous-régional. Dans le domaine agricole, le projet de production intensive de maïs est en marche. Les producteurs visent un rendement de 8 à 15 tonnes à l'hectare contre 2 tonnes actuellement. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a procédé au lancement de l'opération à Gogokro. C'est dans la sous-préfecture de Yamoussoukro. Quel est le point de la maladie à coronavirus aujourd'hui, mardi 14 septembre, en Côte d'Ivoire?
Le pays compte 78 nouveaux cas de Covid-19, 111 personnes déclarées guéries et 14 décès. À cette date, la Côte d'Ivoire enregistre 58 226 cas confirmés, dont 56 144 personnes guéries, 534 décès et 1548 cas encore actifs. Le 13 septembre, 24 282 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 1 572 866 doses du 1er mars au 13 septembre. Relations diplomatiques, la Moldavie a désormais un consulat en Côte d'Ivoire. Le nouveau consul honoraire de ce pays d'Europe orientale a été présenté au ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Laure Goretti et Eric Goré. Diarra Mamadou est le nouveau consul de la République de la Moldavie en Côte d'Ivoire, administrateur et membre du réseau des chambres d'experts européens au département Afrique de l'Ouest. Il va travailler au renforcement de la coopération entre la Moldavie et la Côte d'Ivoire. Il a reçu son exéquature par le directeur de cabinet du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. La tâche qui nous attend, à la fois noble et grande. Il s'agira d'abord d'encourager et d'aider la communauté moldave vivant ou travaillant en Côte d'Ivoire ou de passage à s'unir, à se conformer aux lois et règlements de l'État ivoirien. Cette cérémonie marque le début d'une relation bilatérale entre les deux États, selon le représentant de la ministre d'État, Kandia Kamara Kamisoko. Nous apprécions les efforts de M. le consul honoraire à sa juste valeur. Notre pays, en effet, a toujours fait l'option d'entretenir avec tous les peuples des relations cordiales et fraternelles. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir avec la Moldavie des relations privilégiées. C'est un grand pays avec une histoire ancienne et un peuple vaillant. La Moldavie est un pays d'Europe orientale et ancienne république soviétique, membre de l'Organisation internationale de la francophonie avec 3 500 000 habitants. C'est un pays avec une économie traditionnellement agricole, une industrie dominée par l'agroalimentaire et textile. La Haute Autorité de la communication audiovisuelle ouvre les discussions sur la régulation des services de médias audiovisuels en ligne. Il s'agit pour les régulateurs ouest-africains d'adopter des mesures consensuelles contre l'exploitation illégale des services audiovisuels via Internet. Dans le même domaine, le ministre centrafricain de la communication est en Côte d'Ivoire. Avec sa délégation, il a visité les locaux de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Les conditions de travail, les équipements, la technologie utilisée par la RTI ont retenu l'attention de la mission centrafricaine. Didier Nguessan. Rebondit de plus belle après une crise. La résilience de la Côte d'Ivoire inspire la République de la Centrafrique. Vue de l'extérieur, cette image du pays est l'œuvre de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, en charge du service public de l'audiovisuel. C'est à juste titre que le ministre centrafricain de la communication et des médias, Serge Ghislain Dioré, visite les locaux de la RTI. Après le studio des journaux télévisés et la régie, il est même reçu en direct sur le plateau de l'émission Variétoscope Rétro. Le chef de l'État, lors de l'investiture, a mis l'accent sur ce quinquennat sous le signe de la transformation de la République centrafricaine. Et vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est un exemple de la transformation en Afrique subsaharienne. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire et celle de la République centrafricaine, elle est similaire. Nous avons connu des crises. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a tourné la page, une page définitive à cette crise et se lance vers le développement. La crise est définitivement terminée en Centrafrique et au même titre que la Côte d'Ivoire, nous nous lançons maintenant vers le développement réel. Avant la visite, l'hôte a été reçu par Agnès Crédit, représentant le ministre ivoirien de la communication et les responsables de la RTI, avec à leur tête le directeur général Fosseni Dambélé. Nous avons eu une séance de travail avec la délégation haute. Nous avons présenté la RTI dans ses différents démembrements, dans sa mission. Et également, nous avons évoqué avec eux les domaines possibles de coopération.
En tout cas, ça a été des échanges fructueux et monsieur le ministre nous a laissé entendre qu'il y aura une suite en matière de coopération et de partenariat. L'amitié ivoiro-centrafricaine est un exemple de coopération sud-sud avec l'absence de visa entre les deux pays. On change de décor dans l'enseignement supérieur. La toute nouvelle université de San Pedro va ouvrir ses portes à ses premiers étudiants le 18 octobre prochain. Avant cette rentrée, les experts s'entretiennent sur l'offre en termes de formation afin que les maquettes pédagogiques soient en adéquation avec les besoins et les réalités du marché de l'emploi. Le tout basé sur 4 unités de formation et de recherche et 2 écoles d'ingénierie. Mama Traoré. Elle est appelée à devenir un pôle d'excellence. L'université de San Pedro abritera 4 unités de formation et de recherche, UFR Sciences de la mer, UFR Sciences de la santé, UFR Agriculture, ressources animales et agro-industrie, enfin UFR Logistique, tourisme et hôtellerie-restauration. 2 écoles d'ingénieurs en construction navale et en bâtiments et travaux publics feront également partie intégrante de cette université. Il y a la mer, il y a le tourisme, il y a tous ces grands champs, ces grosses sociétés qui sont là. Comment faire en sorte que l'université soit un outil d'appui ou d'appoint à ces structures qui sont déjà existantes. C'est pourquoi nous partons du postulat que non seulement San Pedro est déjà une ville balnéaire, une ville touristique comme on dit, mais elle doit être maintenant une ville universitaire. Pour être à la hauteur de telles ambitions, les parcours de formation doivent être de qualité. Pour ce faire, les experts réunis à Grand-Bassam s'attellent à mettre au point les maquettes pédagogiques. Ils bénéficient à cet effet des orientations du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il faut que les parcours de formation qui nous sont proposés débouchent sur des référentiels de compétences recherchés sur le marché de l'emploi. Il n'est pas question que d'un parcours à l'autre, on change simplement le nom d'une unité d'enseignement pour que le contenu reste le même. Et après, il faut avoir présent à l'esprit qu'il faut mutualiser et les infrastructures, et les équipements, et les enseignants. Il faut privilégier les formations de courte durée. Ça veut dire qu'il faut privilégier tout ce qui est licence professionnelle et non les licences de recherche. L'université de San Pedro ouvrira ses amphithéâtres le 18 octobre prochain. Le conseil municipal de Lakota a remis les clés de 18 salles de classe complètement rénovées aux autorités éducatives de la commune. La mairie a déboursé 52 millions de francs CFA pour mener à bien ces travaux. Mama Traoré. Les cours ont effectivement repris ce lundi 13 septembre au groupe scolaire de Gbaïri, village situé à 5 km de Lakota. Cela a pu être possible grâce aux travaux entrepris par le conseil municipal de Lakota pour rénover 9 salles de classe des 2 écoles primaires que compte cet établissement. Elles étaient dans un état de délabrement avancé. Quand l'environnement est sain, le cadre d'apprentissage est sain, c'est le début de l'amélioration des résultats. Et c'est un grand merci que tout le corps enseignant et moi faisons au maire s'améliorer à ce poste. 9 autres salles de cours dans 2 autres écoles primaires publiques de la ville ont été également réhabilitées, soit un total de 18 salles de classe remises à neuf par la mairie de Lakota cette année pour un coût global de 52 millions de francs CFA. C'est le lieu vraiment pour moi de remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui, de sa politique, a permis aujourd'hui l'école gratuite. Aujourd'hui, l'école est obligatoire et c'est ce que nous allons prêcher partout dans les villages, dans les campements, pour demander aux parents d'inscrire donc les enfants, pour que chaque enfant ait effectivement la chance d'apprendre quelque chose, d'aller à l'école. Sur ces 3 dernières années, la mairie de Lakota a investi 116 millions de francs CFA dans l'école. Pour cette rentrée scolaire, des kits ont été également remis aux élèves de la ville. La Fédération pour la paix universelle a mis en place un groupe d'experts mondiaux dénommé Bureau de l'Asie-Pacifique de Think Tank 2022. Il a entre autres pour objectif de créer des conditions de la réunification des 2 Corées et de l'avènement d'une paix durable dans cette partie du globe. Tanguy Dangui.
Le lancement du bureau Asie-Pacifique de Think Tank 2022, une organisation mondiale des experts pour la résolution des problèmes de cette partie du monde, a été diffusé dans 7 langues et mobilisé plus d'1 million de personnes en ligne, selon les organisateurs. Tous ont salué cette initiative de la Fédération pour la paix universelle. C'est une dame qui a toujours œuvré pour la paix dans le monde. L'Organisation mondiale des experts l'accompagne dans cette tâche. Je félicite Dr Moon pour la mise en place de ce think tank composé d'experts mondiaux en vue de réfléchir aux solutions des problèmes de la région de l'Asie-Pacifique. Avant de mettre en mission les experts du bureau Asie-Pacifique de Think Tank 2022 pour trouver des solutions aux problèmes parfois politiques qui secouent cette région de l'Asie-Pacifique, notamment la question de la réunification des 2 Corées, Dr Ak Jahan Moon, la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, a souligné que cette initiative s'appuie sur le dessein de Dieu pour l'humanité. Dieu souhaite que l'humanité se développe, atteigne la perfection et être pleine de bénédictions et de paix. C'est pourquoi nous allons travailler pour répandre cette paix dans le monde. Offrande de paix, hymne de la paix, spectacle de la paix, le rallye de l'espoir Think Tank 2022 a tenu sa promesse, celle d'être une messe de la paix universelle. Et puis en Guinée, c'est le début des concertations nationales, 4 jours de consultation pour définir le contenu d'une transition en vue de ramener les civils à la tête du pays. L'ONU a envoyé un émissaire sur place et précise que les Nations Unies souhaitent le retour de ces civils au pouvoir dans un délai raisonnable, suite donc au coup d'État militaire du 5 septembre dernier. Et c'est la fin de ce journal. À 20h50, retrouvez l'émission Le Débat. Il est consacré ce soir à l'éducation. Plus d'1 million d'enfants abandonnent l'école pendant leur cursus scolaire. Comment y mettre fin? Quelles solutions attendues des États généraux? Restez avec nous sur RTI 1 pour avoir toutes les réponses. Bonne fin de soirée à tous.